Donc, on passe maintenant à la question 4. On considère deux variables aléatoires, chacune de loi normale. Donc x1 est une loi normale de moyenne mu1 et de variance sigma 1 carré. x2 est une loi normale de moyenne mu2 et de variance sigma 2 au carré. Voilà, donc ça signifie, comme on l'a vu, que chaque variable, x1 par exemple, eh bien, a des valeurs aléatoires et en moyenne, ça a la valeur moyenne mu1 et la variance sigma 1, enfin l'écart type sigma 1, ça veut dire qu'il y a des fluctuations autour de la moyenne de l'ordre de sigma 1. Et pareil pour la variable x2 autour d'une moyenne mu2 avec des fluctuations de l'ordre de sigma 2. Et on considère maintenant la somme des variables aléatoires. Donc on considère le résultat x qui est x1 plus x2, qui est aussi une variable aléatoire. Et on nous demande de montrer que la loi est encore une loi normale. Ça veut dire que c'est caractérisé par une distribution gaussienne, centrée en mu, qui est la somme mu1 plus mu2. Alors ça, c'est assez intuitif. Et de variance sigma carré, qui est sigma 1 carré plus sigma 2 carré. Voilà, donc ça veut dire que la variance, c'est la somme des variances, et non pas donc l'écart type, les fluctuations sigma, ce n'est pas la somme sigma 1 plus sigma 2, comme on pourrait deviner naïvement. Donc ce résultat est très important, c'est pour ça qu'on le pose en exercice, on va le démontrer. Et il est très important de remarquer le fait que les fluctuations ne s'ajoutent pas lorsqu'on a des variables aléatoires gaussiennes et même plus généralement. Et au contraire, pour les lois normales, ce sont le carré des écarts types qui s'ajoutent, autrement dit les variances. Alors un commentaire avant de faire l'exercice, c'est une propriété d'invariance, que la somme de deux lois normales est encore une loi normale. Et on verra plus tard, dans ce même TD, un résultat très important qu'on appelle le théorème central limite, qui montre que la loi normale, non seulement elle est invariante, mais plus que ça, c'est une loi stable, un peu comme un point attractif ou un point fixe stable en dynamique. C'est que lorsqu'on ajoute plusieurs, on verra que lorsqu'on ajoute plusieurs variables aléatoires un peu quelconques, eh bien le résultat, lorsque la somme est très grande, c'est une loi normale. Donc c'est une sorte de point attracteur, les lois normales. Et d'après ce qu'on voit en ce moment, vous voyez, les variances s'ajoutent. Donc on verra que lorsqu'on ajoute un grand nombre t de variables aléatoires, eh bien la variance du résultat, c'est t fois la variance individuelle. Autrement dit, la variance augmente proportionnellement à t, le nombre de variables, et donc les fluctuations, l'écart type, augmentent comme racine de t. Voilà, et pour cette raison, il y a ce résultat que racine de t, ce résultat que si on prend la somme et qu'on divise par racine de t, eh bien l'écart type, lui, converge vers une valeur, ou la variance converge vers une valeur sigma 2 qui est indépendante de t. Donc pour le moment, on s'intéresse juste à la somme de deux variables aléatoires normales. Alors pour répondre à cette question, il y a une aide, petit 4. Alors il y a plusieurs étapes. Première étape, montrer que lorsqu'on a deux variables aléatoires indépendantes, de mesures de probabilité respectives P1 et P2, P1 de x, P2 de x, quelconque, alors la somme est une variable aléatoire de mesure de probabilité qui est le produit de convolution P1 avec P2. Donc si vous cliquez ici, voilà, vous tombez sur la page Wikipédia du produit de convolution, vous avez des informations, en particulier ça rappelle la définition d'un produit de convolution de deux fonctions. La deuxième étape est que le produit, la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est tout simplement le produit des transformées de Fourier. Et dernière chose qu'on utilisera, c'est que la transformée de Fourier d'une gaussienne, et plus généralement d'un paquet d'ondes gaussien, c'est encore un paquet d'ondes gaussien. Alors, on va d'abord montrer ces trois résultats. Donc, première chose, si on a deux distributions de proba P1 de x1 et P2 de x2, alors la variable aléatoire qui est x1 plus x2 a comme loi le produit de convolution.
Donc avant de faire le calcul, on essaie de comprendre le sens. Donc on a une variable aléatoire x1 qui peut prendre n'importe quelle valeur sur l'axe réel, x2 qui peut prendre n'importe quelle valeur sur l'axe réel. Et donc lorsqu'on fait la somme, on a un résultat qui est un nombre réel, qui est représenté, dont les valeurs sont représentées par ces lignes de niveau. Par exemple, sur tous ces points-là, eh bien, le résultat x1 plus x2 sera égal à 0. Ici, il sera égal à 1 et ici à 2, etc. Autrement dit, lorsqu'on a x égale x1 plus x2, eh bien, x2 c'est x moins x1. Donc, première chose à dire, c'est que déjà, la distribution de probabilité d'un point dans le plan x1, x2, c'est le produit des distributions de probabilité parce qu'on suppose les variables indépendantes. Donc c'est la définition d'indépendance des variables, c'est que la loi de probabilité du couple x1, x2, c'est le produit des lois. Ensuite, ça ce serait pour un point aléatoire. Mais ce qui nous intéresse, c'est la somme. Autrement dit, on a une contrainte entre x1 et x2, qui est que x2 est égal à x moins x1, pour x fixé. Donc on fixe x, et dans cette intégrale, x2 doit être remplacé par x moins x1. Voilà, donc on le remplace, et ça nous donne cette formule pour p de x. Et ça, d'après la page Wikipédia, c'est la définition du produit de convolution de la fonction P1 avec P2. Ensuite, montrons que la transformée de Fourier du produit de convolution P1 avec P2, c'est le produit des transformées de Fourier avec un coefficient racine de 2π en plus. Alors on nous rappelle la définition ici de la transformée de Fourier d'une fonction. Il faut faire l'intégrale, on multiplie d'abord par exponentielle moins i si x, on fait l'intégrale et il y a un facteur de normalisation 1 sur racine de 2π pour que la transformée de Fourier soit un opérateur unitaire. Voilà, donc avec cette définition, la transformée de Fourier du terme de gauche ici, du produit de convolution, c'est le produit de convolution fois exponentielle moins i si x intégré et avec 1 sur racine de 2π. On remplace le produit de convolution par son expression, qui est donc l'intégrale du produit P1 de x1, P2 de x moins x1 dx1, et il y a dx, donc là on a une double intégrale. Et maintenant, pour poursuivre, on fait le changement de variable, on pose x2 égale x moins x1, donc on remplace x par x2, donc l'intégrale sur dx est remplacée par l'intégrale sur x2 ici, et là la variable est remplacée par x2. Et ici, x, c'est donc x1 plus x2. Donc on a cette intégrale, et on retrouve quoi? Eh bien, vous voyez, l'intégrale double se sépare en produit de deux intégrales simples, une sur x1, l'autre sur x2, et chacune des intégrales, on voit que c'est une transformée de Fourier. Et simplement, comme il manque un facteur racine de 2π, on doit le rajouter, et donc il y a ce facteur racine de 2π à la fin en plus. Voilà, on a terminé la démonstration. Alors, dernière chose dont on a besoin, c'est la transformée de Fourier de cette fonction gaussienne qu'on appelle un paquet d'ondes. Donc c'est une fonction de x, vous voyez, avec un terme oscillant ici, de fréquence xi0, qu'on appelle le moment ou l'impulsion du paquet d'ondes, et ici une enveloppe gaussienne, avec un maximum en x égale mu, et un écart type sigma. Donc on appelle ça le paquet d'ondes gaussien, et on va vérifier que sa transformée de Fourier est donnée par cette expression qui est aussi un paquet d'ondes gaussien, mais qui dépend de la variable xi, le moment ou l'impulsion. Et vous voyez la différence, c'est que l'écart type de la transformée de Fourier, eh bien c'est 1 sur sigma. Et ici, la fréquence, c'est mu. Alors allons-y. Donc par définition de la transformée de Fourier de psi, c'est cette intégrale avec le facteur 1 sur racine de 2π. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la fonction psi par son expression ici. Et voilà, donc elle apparaît ici. Et donc en plus de exponentielle moins i xi x, il est ajouté exponentielle de i xi0x ici, dans cette exponentielle. Donc il y a cette intégrale à faire. Pour ça, on fait le changement de variable naturellement, comme on l'a fait avant. On appelle grand X, toute cette expression, on veut l'appeler grand X2. Donc on doit poser grand X égale x moins mu sur racine de 2 sigma. Donc ici,
à la place de cette exponentielle, il apparaît simplement exponentielle de moins x2. Ensuite, dx, c'est d grand x fois racine de 2 fois sigma. Donc il y a ce facteur qui apparaît ici. Et là, on va remplacer petit x par donc, racine de 2 sigma grand x plus mu. Voilà. Donc ça nous donne cette intégrale. Ensuite, on voit que là, il y a un terme qui ne dépend pas de grand x, qu'on peut sortir de l'intégrale. C'est exponentielle de i xi0 moins xi fois mu. On le sort de l'intégrale. On sort aussi cette constante, racine de 2 sigma divisé par racine de 2pi. Donc la racine de 2 se simplifie. Il reste sigma sur racine de pi. Et dans l'intégrale, qui porte sur grand x, il reste exponentielle de moins x2 ici. Et le terme grand x, donc exponentielle de grand x fois i xi0 moins xi, racine de 2 sigma. Alors pour calculer cette intégrale, on nous donne une formule générale qu'on appelle l'intégrale gaussienne, qui peut se calculer tout simplement avec le logiciel de calcul XCAS, ou bien se calculer directement. Et donc, voilà, le résultat, c'est que cette intégrale, avec un coefficient b quelconque, est donnée par racine de pi exponentielle de b carré sur 4. Donc ici, on voit bien qu'on a la même expression, et grand B est donné par ça. Donc, on répète ce résultat ici, et donc, ici, on rajoute racine de pi fois exponentielle de b carré sur 4. Voilà, dans l'énoncé, cette formule était donnée ici en cliquant sur... voilà, on nous rappelait cette formule de l'intégrale gaussienne. Donc, grand B, c'est i xi0 moins xi fois racine de 2 fois sigma. Donc, b carré, on a besoin de b carré. Lorsqu'on met au carré, le i carré devient un moins. Là, ça donne 2 sigma 2 fois cette différence au carré. Et donc, on écrit le résultat, ça nous fait donc... Les racines de pi se simplifient, ça fait sigma exponentielle i xi0 moins xi mu fois exponentielle de moins 2 sigma 2 xi moins xi0 carré. Donc c'est bien la formule qui était annoncée. Donc vous voyez, c'est une fonction gaussienne de xi, avec des oscillations, et là, une enveloppe gaussienne. C'est encore un paquet d'ondes. Voilà, maintenant qu'on a à disposition ces formules mathématiques, on va répondre à la question. On considère x qui est x1 plus x2, la somme de deux variables gaussiennes. Donc x1 et x2 sont respectivement déterminées par ces lois de probabilité, qui sont des lois normales. Alors on vient de voir que la loi de proba de x, p de x, c'est le produit de convolution, d'après le premier lemme. D'après le deuxième lemme, eh bien, on peut dire... alors voilà, ce qu'on fait ici, c'est qu'on applique la transformée de Fourier à P1 et P2 et la transformée de Fourier inverse. C'est comme si on faisait rien. Donc P, la loi P, c'est transformée de Fourier inverse appliquée à la transformée de Fourier. Mais la transformée de Fourier, c'est le produit des transformées de Fourier d'après le lemme B. On effectue donc la transformée de Fourier de cette loi gaussienne P1 et de cette loi gaussienne P2. Alors pour ça, on va utiliser le lemme C, qui nous dit que la transformée de Fourier de... Alors on va voir la formule. Voilà, la transformée de Fourier de cette fonction ici, c'est celle-là. On voit que mu passe ici et sigma passe ici. D'accord? Donc, ça nous fait que la transformée de Fourier de P1, eh bien, le mu1 arrive ici et sigma 1 arrive ici au carré. Et de même pour la transformée de Fourier de P2. Donc, au résultat, c'est que donc, la loi P qu'on cherche, c'est la transformée de Fourier inverse de cette fonction, multipliée par la même fonction avec pour la loi P2. Donc, en résultat, il y a sigma 1 sur Z1, il y aura sigma 2 sur Z2, il y a exponentielle moins xi, mu1, plus mu2, et il y a exponentielle moins 2, xi carré, de sigma 1 carré plus sigma 2 carré. Voilà, et donc on voit déjà apparaître le résultat, c'est que la somme des variances est la somme des valeurs moyennes. Donc pour terminer, il ne reste plus qu'à faire la transformée de Fourier inverse. Donc l'opération inverse, c'est tout simplement
de passer de cette formule à celle-là. D'accord ? Donc on voit que le terme mu ici se retrouve là dans le décalage, et le terme sigma carré se retrouve au dénominateur, dans l'écart type. Donc on déduit que la transformée de Fourier inverse de cette expression, c'est bien cette loi normale avec la moyenne mu qui est donnée par mu1 plus mu2 et l'écart type sigma au carré qui est donné par sigma 1 carré plus sigma 2 carré. Donc c'est bien ce qu'on voulait démontrer. Voilà, donc le résultat important, on le répète, c'est que la somme de deux lois normales, c'est une loi normale et qui satisfait ces paramètres pour la valeur moyenne et la variance.